Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à la Deuxième République. La dernière fois, nous étions en 1848 et je vous avais laissé au moment où Paris s'embrase une nouvelle fois, la population étant mécontente du pouvoir en place. En effet, le roi Louis-Philippe Ier ne prend pas suffisamment au sérieux les revendications populaires, notamment une réforme du système électoral pour qu'il soit plus ouvert, plus inclusif. Il est donc contraint d'abdiquer et prend la fuite. C'est à ce jour le dernier roi de France au sens strict du terme. Ainsi s'ouvre une nouvelle période institutionnelle, celle de la Seconde République. En ce temps-là, les tendances politiques sont désormais bien visibles. En gros, au XIXe siècle, les courants politiques ont tendance à s'articuler autour du mode d'organisation institutionnelle de l'État. Est-ce qu'on veut plutôt une monarchie, une république, quel type de suffrage on désire, etc. À ce stade de l'histoire constitutionnelle, la France se cherche encore. À l'issue de l'abdication du roi, un gouvernement provisoire se forme et une chose disparue depuis la fin du XVIIIe siècle reparaît, l'Assemblée nationale constituante. Autrement dit, une assemblée de personnes visant à élaborer une nouvelle constitution. Les membres du gouvernement provisoire sont issus de différents milieux et tendances politiques et figure notamment le poète Alphonse de Lamartine. Si l'équipe gouvernementale se révèle ainsi hétéroclite, l'hostilité de ses membres à la monarchie de Juillet constitue le ciment qui les unit tous. C'est pourquoi elle proclame par défaut la mise en place d'une république, sauf si le peuple en décidait autrement. On parlera ainsi de Deuxième République dans la mesure où la France a déjà connu une expérience républicaine. Pour rappel, c'était à la Révolution, au lendemain de l'exécution de Louis XVI. C'est la Première République qui fut animée par la Convention, puis le Directoire et enfin le Consulat, avant de disparaître pour laisser place au Premier Empire de Napoléon. Le gouvernement provisoire prend différentes mesures sociales comme la mise en place d'un droit au travail ou encore la limitation du temps de travail quotidien des adultes. Par un décret du 27 avril 1848, le ministre des colonies, Victor Schœlcher, initie l'abolition de l'esclavage, celui-ci étant considéré, je cite, comme un attentat contre la dignité humaine. Surtout, le gouvernement provisoire va aussi tenir compte d'une revendication importante, la mise en place d'un suffrage universel. Bon, par universel, il faut plutôt comprendre non censitaire et uniquement masculin. Exposé autrement, il est souhaité qu'un maximum d'hommes puissent voter sans condition financière, que tout citoyen soit électeur. Dans cet esprit, l'avocat Alexandre Ledru-Rollin parvient à faire adopter le décret du 5 mars 1848. Désormais, sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans au moins, sous réserve d'avoir un domicile fixé depuis au moins 6 mois dans la commune où ils participent au scrutin. L'idée dominante, c'est une fois encore de prolonger les acquis de 89, tout en fondant quelque chose de stable, de plus démocratique, qui correspond aux aspirations du moment. Le 23 avril 1848, il s'agit d'élire les membres de la future Assemblée constituante. Cet événement mobilise beaucoup de monde avec environ 80% de participation pour 9 millions d'électeurs. Rien à voir avec aujourd'hui. L'Assemblée de 900 membres est alors composée dans une large proportion de républicains, dont la grande majorité se révèle modérée. La gauche républicaine et socialiste subit un revers. Par ailleurs, cette assemblée compte une forte minorité monarchiste, comprenant une majorité d'orléanistes. Le 4 mai 1848, c'est officiel, la République est proclamée. Le 9, le pouvoir exécutif et législatif passe du gouvernement provisoire à l'Assemblée constituante, plus particulièrement une commission exécutive. Donc celle-ci superpose sa mission de rédaction d'une nouvelle constitution à une mission de gestion courante de la France, le temps de réorganiser les institutions.
Les mois qui suivront, les travaux de la Constituante seront émaillés de plusieurs journées de révolte, parfois sanglantes, le soulèvement populaire étant devenu un sport national en France. L'exemple criant, c'est la fermeture des ateliers nationaux en juin 1948. Grosso modo, c'est une sorte d'ANPE Pôle emploi de l'époque, fournissant du travail aux chômeurs. L'événement provoqua une émeute réprimée dans le sang, avec des milliers de morts et de blessés. En fait, la classe ouvrière se sent globalement lésée par la révolution qui lui paraît non avenue, qui lui semble à refaire. Elle estime que ses revendications n'ont pas été suffisamment entendues. En marge de cela, les strates du pouvoir vont plutôt s'ancrer dans une forme de conservatisme, comme le montre la coloration de l'Assemblée constituante, qui comporte peu de socialistes. Et cette gronde ouvrière effraie les classes bourgeoises et paysannes, qui craignent le tout jeune spectre rouge du socialisme. C'est ainsi que, petit à petit, la fameuse lutte des classes commence à poindre dans la société française. Les travaux de la Constituante seront tout de même longs et sérieux, bien qu'influencés par les différentes révoltes. On discute abondamment, on s'interroge, mais une idée domine et s'impose: opérer une synthèse, une compilation des diverses pratiques constitutionnelles depuis 1989, avec des emprunts à la philosophie des Lumières, à la monarchie, mais aussi à la période napoléonienne. L'on s'intéresse beaucoup également à ce qui se fait en Amérique. La nouvelle constitution est achevée à l'automne pour être adoptée le 4 novembre 1848. Elle comprend 116 articles. On se fie au progrès de la civilisation et le catholicisme est mentionné dès le préambule. Divers droits sont consacrés, comme la protection des cultes ou encore la liberté d'enseignement et d'association. On parle de devoirs réciproques entre la République et ses citoyens, et il est dit que cette République a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l'ordre public. L'abolition de l'esclavage est confirmée, la propriété est garantie et la peine de mort est abolie en matière politique. Après ce bref exposé de la nouvelle Constitution, voyons maintenant comment s'agencent les pouvoirs de cette seconde République. Loin de l'époque napoléonienne, les constituants optent pour un monocaméralisme, avec la mise en place d'une chambre unique. On confirme un suffrage qui est universel et direct, et on veille à créer des incompatibilités entre le mandat parlementaire et certaines autres fonctions publiques, afin d'éviter les travers de corruption du régime précédent. Les 750 députés composant cette assemblée unique sont élus pour un mandat de 3 ans. Le pouvoir législatif est assez protégé, puisque le Parlement ne peut être dissous et ses membres jouissent d'une immunité parlementaire. En bref, on peut difficilement les traduire en justice, comme pour les préserver de toute pression politique ou judiciaire, avec pour objectif de favoriser leur liberté d'expression. Bien entendu, l'Assemblée vote les lois ou autorise encore la ratification des traités. Grosse innovation du côté du pouvoir exécutif, puisque celui-ci est confié pour la première fois dans l'histoire de France à un président de la République, élu au suffrage universel direct. De ce fait, non seulement le suffrage est plus souple, mais surtout, personne ne s'intercale entre l'électeur et l'élu en dernière instance. L'électeur vote directement pour son candidat. Ce dernier point est très important, et je vous invite à le retenir pour le futur. Le président est donc élu pour 4 ans et doit attendre 4 ans à l'expiration de son mandat pour se représenter. Avant d'entrer en fonction, il prête serment en se référant à Dieu. En cas d'empêchement, mais non en cas de vacance de la présidence, il est assisté par un vice-président nommé par l'Assemblée nationale. 2 remarques sur ces points. D'une part, on sent l'inspiration d'outre-Atlantique, où le président américain est élu pour la même durée, épaulé par un vice-président, et jure sur la Bible avant d'amorcer effectivement son travail. D'autre part, on perçoit avec cette discontinuité des mandats le désir que n'émerge pas un pouvoir fort
et persistant à la tête de l'État. D'ailleurs, pour éviter tout détournement de l'esprit de la règle, le nouveau président ne peut être le vice-président sortant ou un proche parent. Le président de la République dispose du droit de grâce, nomme et révoque les ministres qui l'entourent, assure l'exécution des lois qu'il promulgue par ailleurs. Il se charge en outre de négocier et de ratifier les traités. Les actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre. De plus, l'article 54 de la Constitution dispose qu'il veille à la défense de l'État, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale. Globalement, il faut constater que le régime de la Seconde République favorise plutôt le pouvoir législatif. Quant au pouvoir judiciaire, il y a quelques points à signaler. Pour attester ce qui vient d'être dit, il existe une haute cour qui juge les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le président et son gouvernement. Par exemple, si le président actait quand même une dissolution qui lui est interdite, ce qui constituerait un crime de haute trahison. En dehors de cela, globalement, rien de bien nouveau au niveau des cours et tribunaux. La structure juridictionnelle précédente reste globalement en place et demeure développée. Signalons tout de même que le Conseil d'État revient sur le devant de la scène. En effet, la Constitution lui consacre un titre entier et précise tant son rôle que sa composition. Le Conseil est en principe présidé par le vice-président de la République. Ses membres sont nommés pour 6 ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié, au scrutin secret et à la majorité absolue. Ils sont en outre indéfiniment rééligibles. Par ailleurs, le Conseil d'État conserve une double mission proche de celle qu'il avait sous Napoléon. Il est ainsi consulté sur les projets de loi du gouvernement, mais aussi sur les projets d'initiative parlementaire. Il prépare les règlements d'administration et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance des administrations publiques. Le point crucial à retenir, c'est que la Constitution de la Seconde République met en place une séparation des pouvoirs, certes, mais une séparation des pouvoirs rigide. De ce fait, il y a une véritable cloison qui s'interpose entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Tant et si bien qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme institutionnel permettant d'arbitrer un éventuel conflit entre ces deux pouvoirs. Rappelons par exemple que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, Assemblée qui ne peut pas destituer le président, président qui n'a ni veto, ni droit d'entrer au sein de l'hémicycle, contrairement au ministre. Bref, ça va poser problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tout ça va encore échouer. Allez, pas plus d'attente, on y vient. Le 10 décembre, c'est le jour de l'élection présidentielle. Il y a peu de candidats, dont Lamartine ou encore Ledru-Rollin. Et le premier président de la République française est nul autre que Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, le neveu de l'empereur. Je précise qu'il n'y a alors pas de coup de force. Louis-Napoléon est élu à une écrasante majorité de 74% des suffrages exprimés, devant Louis-Eugène Cavaignac, qui recueille lui environ 20%. Ce dernier est notamment victime de son impopularité auprès des ouvriers qu'il avait réprimés dans le sang lors des révoltes du mois de juin. Bonaparte avait notamment, au cours de la campagne électorale, tenté de se montrer sensible aux aspirations sociales, tout en ménageant la droite qui pensait le manipuler. Il faut s'imaginer que son nom de famille, connu et réputé, rassure les électeurs. Mais alors, qui est ce Bonaparte qui apparaît presque sorti du chapeau? C'est donc le neveu de l'empereur Napoléon Ier, c'est-à-dire le fils de son frère Louis, qui fut roi de Hollande. En fait, sous le règne impérial, Napoléon avait pour stratégie de placer des proches à la tête d'autres royaumes soumis à la France, histoire de conforter le pays dans une situation de grande domination. Bon, je passe maint détail de sa vie, notamment le fait qu'il tente plusieurs coups d'État, ce qui lui vaut d'être emprisonné. Il parvient donc, malgré tout, à prendre la tête du pays.
Quelques mois plus tard, le 13 mai 1849, c'est le moment d'élire la nouvelle Assemblée législative, le travail de la constituante étant terminé. Celle-ci se voit chamboulée dans sa composition puisque l'on assiste à un net recul des républicains modérés, à une poussée des monarchistes et à l'émergence d'une faction non négligeable de gauche. En résumé, le système est républicain, avec un président qui dirige le pays, mais son assemblée législative est dominée par des partisans de la monarchie, ce qui fait poindre un risque de conflit. Que s'est-il passé ensuite ? Plusieurs faits significatifs. Déjà, pour des motifs, disons, politiciens, l'Assemblée va par exemple adopter une loi restreignant le suffrage, notamment par crainte d'un renforcement de la gauche en son sein. Le prince-président va dénoncer et critiquer cette mesure, en se posant comme un défenseur de la démocratie. De plus, il aimerait bien prolonger son mandat en modifiant la Constitution, ce que l'Assemblée nationale refuse, la majorité requise n'étant pas atteinte. Et rappelons que la Constitution ne prévoit pas de réel mécanisme d'arbitrage institutionnel. D'autant qu'une partie de la population craint qu'une nouvelle révolution n'éclate. La situation est ainsi tendue. Nous avons donc un président qui, pour diverses raisons, veut se maintenir au pouvoir face à une assemblée qui lui est hostile. Mais alors, que faire ? Bonaparte, fatigué du conflit institutionnel, et par ailleurs assez populaire auprès de la population, va utiliser la peur du spectre rouge et de la révolution pour justifier un coup d'État qui, cette fois-ci, sera couronné de succès. Il choisit alors la date du 2 décembre 1851, en hommage à son oncle. Rappelons que Napoléon est sacré empereur le 2 décembre 1804, puis remporte la fameuse bataille d'Austerlitz un an plus tard, jour pour jour. En bref, que se passe-t-il ? Le prince-président dissout quand même l'Assemblée nationale, jugée selon lui comme étant, je cite, « un foyer de complot ». À l'aide de troupes qui lui sont acquises, il proclame l'état de siège, prend le contrôle des points stratégiques de Paris, fait arrêter certains opposants présumés nocifs politiquement, comme Alexis de Tocqueville ou Adolphe Thiers. Louis-Napoléon en profite pour rétablir le suffrage universel et met en place un plébiscite à l'ancienne, histoire de prendre le pouls de la population. Cela se déroule non sans résistance, puisque des personnalités comme Victor Schœlcher ou encore Victor Hugo incitent à s'insurger face à cette folie. Il y a des morts et de nombreuses arrestations, mais l'ensemble du pays finit par être maîtrisé. La Seconde République rend alors son dernier souffle lorsque le plébiscite donne mandat à Bonaparte pour élaborer une nouvelle constitution. Encore une. Cette République remaniée sera, dans sa nouvelle version, éphémère, puisqu'elle aura tôt fait de céder sa place au Second Empire qui, lui, sera l'objet de la prochaine vidéo. Affaire à suivre. L'épisode est désormais terminé, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez ne pas manquer la suite, abonnez-vous à la chaîne et qui sait, vous pouvez même mettre un pouce vers le haut pour favoriser mon travail et mon référencement. En attendant une nouvelle histoire impériale, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.